Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de votre programme hebdomadaire Idéoscope. Ce soir, nous aurons à débattre avec notre invité, M. Samba Thiam, président des Flammes, Force de libération des Africains de Mauritanie, de l'État-nation. Est-il encore viable? Y croit-on toujours de part et d'autre dans les différentes composantes de notre peuple? L'unité nationale est-elle en danger aujourd'hui ou ne sont-ce que des vues d'intellectuels ou la cécité d'autres? Comment, au cas où l'unité nationale soit menacée ou fragilisée, quels sont les remèdes à apporter à notre équilibre national? Y a-t-il un problème de langue qui puisse aller jusqu'à la séparation des différentes composantes de notre peuple? On a entendu beaucoup de choses sur les Flammes. Est-ce un mouvement incompris? L'a-t-il fait par défaut de communication ou par l'excès de zèle de la part de ses adversaires politiques qui l'affublent de tous les maux? Les mérite-t-il? On donnera l'occasion à notre invité de se disculper, ce n'est peut-être pas le mot, peut-être se sent-il pas obligé de le faire, ne se sentant pas sur le banc des accusés. Tout cela, nous allons le commencer avec M. Samba Thiam par cette question, qui lui donnera l'occasion de parler des Flammes. Est-ce d'abord au départ une organisation spécifiquement poulard, parce que certains déplorent l'absence d'éléments des autres composants de notre peuple. Il n'y a pas, même négro-africain, il n'y a pas beaucoup, sinon pas du tout, de Soninké, de Wolof, et une ossature essentielle est composée de Poularov. Merci de m'inviter, de m'avoir invité à cette émission. C'est une opportunité pour nous d'expliquer un peu. Attendant, je vous mets un morceau. Un ou deux morceaux. Ah oui, deux morceaux. Voilà. Allez-y. Donc, d'abord, je rectifie un peu parce que vous avez dit forces de libération des Africains de Mauritanie. C'est forces de libération africaines de Mauritanie. Ce sont des forces qui sont africaines. Ah oui. Voilà. Donc, la libération, pendant plusieurs années, on l'entendait comme ça, on les lisait également comme ça. Mais dans nos documents et dans notre discours, il y a une déformation des lecteurs que nous ne contrôlons pas. Mais ces forces de libération africaines de Mauritanie, ce sont des forces africaines qui ont comment dirais-je, le désir ou la volonté de libérer le peuple. Mais libérer d'abord les opprimés. Les opprimés, c'est d'abord les Africains, c'est d'abord les Haratines, et c'est d'abord une partie du peuple arabo-berbère qui est également opprimé. Donc nous n'avons pas une vocation de libérer un secteur ou quelques éléments, quelques composantes seulement et laisser les autres, mais c'est une libération à dimension nationale qui évidemment, compte tenu des conditions historiques et compte tenu du développement des choses, a davantage concerné ce qui avait été le plus réprimé. C'est un aspect à préciser. Deuxième élément, vous avez dit, bon, c'est un mouvement, semble-t-il, d'obédience poulard, il n'y a que des poulards. Ça, c'est également une misinterprétation parce que, au départ, l'organisation comportait des Haratines, elle comportait des poulards, elle comportait des Soninké, elle comportait des Wolofs. Maintenant, c'est au cours de la répression de 1986, par la propagande des services de sécurité, des services de police, que nos éléments qui n'étaient pas poulards ont été intimidés et ont été intoxiqués pour leur dire de se retirer de ce mouvement parce que c'est un mouvement poularo-poulard. Et c'est ce qui a fait que certains qui étaient... ils ont réussi dans partager les mêmes points de vue que nous, entreprise de délation, ils ont réussi. Exactement. Donc, par la propagande de la police et par la propagande du régime de Wultaï à l'époque, ces éléments qui étaient dans le bureau national ont fini par se retirer
mais parce que simplement, au niveau de la police, ils avaient été menacés, intimidés, quelquefois même torturés pour se démarquer complètement du mouvement, pour en faire un mouvement poularophone. Mais c'est la réalité des faits est tout autre. D'aucuns estiment que ça provient plutôt de l'histoire même du mouvement, qu'il est le prolongement de ceux, des signataires du manifeste des 19, déjà à la fin des années 60. Tout à fait. Et il remarque aussi, chemin faisant, que tous les 20 ans, il y a quelque chose qui bouge dans la sphère poularophone. Bon, d'abord, héritage du manifeste de 66, c'est texte à deux niveaux. Au premier niveau, au plan du contenu. Et nos aînés de 1966 avaient déjà... Ils étaient tous poulards. Non, justement, ça c'est le deuxième niveau que je voulais aborder. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau de la vision de la Mauritanie future. Ils avaient aperçu qu'il y avait des déviances qui commençaient à naître et que la Mauritanie tendait à nier sa négro-africanité, si je peux m'expliquer, par un développement de l'arabité à outrance qui visait à nier l'autre composante essentielle de la Mauritanie. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est au niveau de la composition des éléments du 66. Non, il y avait dans la composition des éléments du 66, les 19, il y avait des Noirs, je veux dire des poularophones, mais il y avait des Soninké. Je peux vous en citer plusieurs. Le géomètre qui est en ce moment exilé au Burkina Faso, Koeta Foudier, c'est un Soninké de Kayedi. Koulibaly Bakary Monso, qui est du Guirimaka, qui vit actuellement, qui fait directeur de l'enseignement fondamental. C'est un des signataires de 66. Traoré Jibril, qui est feu Traoré Jibril, qui est en ce moment décédé. C'est un élément de Seydi Babi, qui était un instituteur, qui est un signataire de 66. Bon, il y avait peut-être la dominante pouvait être pour la réforme, mais c'était un mouvement composite. C'était un mouvement qui était composé à la fois de négro-africains, plutôt de poularophone et de soninké. Donc l'idée de faire du mouvement, de l'organisation des flammes, un mouvement poularophone, c'est une idéologie, c'est une tactique politique qui vise simplement à le sectariser, si je peux m'exprimer ainsi. Donc nous sommes un mouvement, au départ, de négro-africains dans leurs différentes, comment dirais-je, appartenances, parce que simplement, ça ressentant le même problème et posant le même problème. Marginalisés au départ, marginalisés, et la perspective d'avenir expliquer, enfin, nous percevions que l'avenir était un peu menaçant par rapport à nous, compte tenu des orientations panarabistes des régimes de l'époque. Donc ce n'était pas que les poularophones, c'était aussi et les poularophones, et les wolophones, et les haratines, et les soninké. Déjà, ça parlait de haratines dissociées de la composante arabophone. Ah oui. Qui est, comme nous le savons, noir et blanc. Enfin, peut-être que le distinguo non, mais déjà, à cette époque-là, le distinguo se faisait. De la composante arabo-berbère n'était peut-être pas très précis dans notre esprit, mais dans le manifeste de 1986, nous posions effectivement le problème de l'esclavage. Et le problème de l'esclavage frappait essentiellement les haratines. Donc, de ce point de vue-là, nous posions la question haratine en termes de question d'oppression. Des haratines qu'il fallait libérer, mais nous ne les posions peut-être pas en tant qu'entité distincte de l'entité arabo-berbère. C'est peut-être au niveau de l'évolution. Un peu comme les castes dans les autres composantes, des gens soumis à l'esclavage qui doivent être libérés. Ah, tout à fait. C'est notre position depuis toujours. Je pense que c'est la position de tout un progressiste. Et vous considérez aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui après ça? Déjà, fin des années 60, on déplorait cela, on disait que voilà, les gens sont marginalisés, vous aviez peur de l'avenir à cause de l'arabisation forcenée, etc. Rien n'a changé depuis lors? Enfin, disons que ça s'est empiré, complètement empiré avec le régime de Taya. Dans la marginalisation, Taya a absolument déclaré que la Mauritanie n'était rien d'autre qu'une Mauritanie arabe. Et qu'elle n'était pas en voie d'arabisation, qu'elle était une Mauritanie arabe. C'est une manière d'affirmer de manière péremptoire que la Mauritanie n'était qu'arabe, que la composante négro-africaine n'existait pas à ses yeux. À partir de cet instant-là, à marche forcée, on a voulu non plus marginaliser, mais liquider complètement. Liquider la communauté négro-africaine. Et c'est à ce stade que nous sommes
arrivé avec le régime d'Ould Abdelaziz. Si avec lui, il y a des différences de tonalité entre lui et Ould Taya, fondamentalement, parce qu'au moins il a pris en charge un certain nombre de questions, que j'appellerais des questions qui ont trait à l'apaisement du climat social, des questions qui ont trait aux violations des droits de l'homme proprement dit. Et il est animé par une volonté de réparation de ces aspects-là, même s'il y a des insuffisances. Mais fondamentalement... On y viendra tout à l'heure, mais auparavant, pour rester un peu dans le système Taya, certains de ceux qui le connaissent de près estiment qu'il n'a été comme cela qu'à partir du moment où il y a eu ce coup d'État de 87, le coup d'État militaire, essentiellement fomenté par des négros africains, poulards, et un peu auparavant, vers 86, des mouvements de rue, des jeunes qui ont incendié des stations d'essence, qui ont un peu usé de la violence, et ça a un peu durci sa position. Non, mais je ne pense pas que ce soit à partir des événements de... Il y avait des causes à cela, mais on ne peut pas être comme ça et tout d'un coup, voilà, on liquide. Je ne crois pas à cette thèse-là. Moi, je crois que fondamentalement, il nourrissait cette ambition de faire de la Mauritanie une Mauritanie arabe, mais peut-être il n'avait pas trouvé l'occasion de le manifester ou de le matérialiser de manière concrète. Et il a pris pour prétexte... c'est ce que je crois. Parce que sinon, un document de manifeste, le document du manifeste que nous avions écrit, ne pouvait pas constituer une raison fondamentale d'abord de répression féroce et ensuite de changement complètement de cap. Ça ne pouvait pas être, ça ne pouvait pas se justifier. Dans le document que nous disions, que nous produisions, nous expliquons certaines choses. Nous expliquons qu'il y avait des problèmes et nous essayons de traduire ces problèmes-là dans les statistiques, dans les faits, pour qu'ils soient indéniables. Nous apportions des chiffres à l'appui. Ensuite, nous disions que ces problèmes menaçaient l'unité nationale, étaient en danger pour la Mauritanie. Il fallait les prendre en compte au lieu de les nier. C'est la deuxième partie. La troisième partie était que, puisque si on reconnaît que ces problèmes avaient une certaine gravité pour l'unité nationale, il fallait en débattre. Il fallait donc, dans le contenu du manifeste que nous produisions, il n'y avait rien, a priori, qui pouvait le pousser fondamentalement à changer de cap, si réellement, ou bien à changer d'orientation, si réellement il était mieux. Il y avait cet appel-là, cette main tendue là, pour la discussion, parler, débattre du problème national, poser en termes de réconciliation nationale déjà. C'est l'essence même du document, le document du début. Je l'ai lu, hein, voilà, comme j'ai suivi un peu aussi ce qui s'est passé en 89. À la fin, il a pris la prise en charge des problèmes. Moi, je crois que c'était la réponse de la bergère. Non, la bergère. Et lui, il a fait ce qu'il a fait. Non. Et les autres aussi, leur ton était très, très dur aussi, vis-à-vis de la communauté arabe, et ainsi de suite. Non. Et on a créé un climat délétère de tension très forte. Ça, c'est de l'amalgame. Dans le document que nous avons produit, à aucun moment nous n'avons ciblé la communauté arabe. Nous avons ciblé des potentats, nous avons ciblé une oligarchie qui que d'autres ciblent aussi pour d'autres raisons. Nous n'avons pas ciblé, nous n'avons jamais ciblé la communauté arabo-berbère de manière globale. Parce que nous avons toujours dit et nous avons toujours exprimé et expliqué que notre combat, le combat des négro-africains, n'était pas dirigé contre les arabo-berbères, la communauté arabo-berbère en tant que telle, qui a toujours vécu avec les négro-africains, même s'il y a des hauts et des bas, mais notre combat était dirigé contre l'État arabo-berbère. Un État qui a une orientation qui vise absolument à la négation des négro-africains. Donc là, les choses sont très claires. Et alors, dès le départ, hein, disons, l'idée était jetée depuis le départ. C'est-à-dire que la pomme était pourrie dès le départ, quoi. L'État était fondé sur cette ségrégation, entre guillemets, hein, des Arabes vis-à-vis des négro-africains. C'est la responsabilité de la France d'abord qui l'a installé. Ce n'est pas l'État a été fondé sur la domination des Arabes vis-à-vis sur les négro-africains, ou j'entends par votre questionnement de la communauté maure sur la communauté négro-africaine. Non, ce sont les politiques de l'État. Ce sont les politiques de l'État qui ont fait que la composante arabo-berbère avait été favorisée et que cette politique de l'État visait fondamentalement à nier, à éliminer, à liquider la communauté négro-africaine dans ses droits et dans sa dignité. La différence est essentielle, elle est fondamentale. Nous estimons que ces communautés ont vécu jusqu'ici côte à côte, ces communautés ont pu se construire, ces communautés ont eu à subir des brassages ethniques, linguistiques de tous ordres. Donc elles pouvaient continuer si la politique n'était pas venue pour entraver tout ça.
Et c'est par rapport à ça que nous estimons qu'il est encore possible de reconstruire ça. Si on change de politique, si on est mis par une ambition d'unir ce pays, de le développer sans discrimination, il est encore possible, c'est notre conviction, il est encore possible de reconstruire ce pays au bénéfice de tous. Il est possible de faire de ce pays un havre de paix. Mais on en parlera dans la troisième partie. Dans la troisième partie, les perspectives d'avenir, etc. Mais en attendant, les flammes ont été créées, elles sont intérieures, leur création est antérieure à celle du coup d'État à 87, n'est-ce pas? Bien sûr. Quel lien avait-il entre vous et les putschistes de 87? Mais à l'époque, pour être honnête... Pendant 10 années, je n'entendais que des dénégations. Rien, on n'a rien à voir avec eux. Mais être honnête... Mais ces derniers temps, de plus en plus, j'entends dire que vous étiez l'aile politique. Non, peut-être de facto, ils sont devenus l'aile militaire, mais en réalité, au départ, il n'y avait aucun lien. Il n'y avait pas de lien organique entre l'organisation des officiers négro-africains et le mouvement civil, Force de libération africaine de Mauritanie. En tout cas, le bureau national dans lequel nous étions, il n'y avait pas de lien organique, il n'y avait pas de lien relationnel concret. Je crois que le mouvement des officiers est né d'une certaine frustration. Nous avions produit un document pour alerter l'opinion publique et l'opinion du chef de l'État à l'époque sur les problèmes. La réponse a été non pas une lecture de compréhension, une attitude de compréhension, une tentative d'identifier les problèmes et de les accepter et d'essayer de les résoudre, mais la réaction a été empêcher à ces gens-là de s'exprimer pour de bon et pour toujours. Cette manière de faire, ce type de réaction, je crois, a contribué à former au niveau de l'armée un mouvement rebelle des officiers. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Mais le lien organique, il n'en existait pas. Maintenant, évidemment, par des amalgames, après que lorsque le coup d'État a eu lieu, on est allé chacun de son côté, par des jonctions en faire une aile militaire de l'organisation. Il n'en était rien. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Il nous reste 1 minute avant la fin de la première partie. Nous poursuivrons après la petite pause. Mais cette minute, nous allons la mettre à profit pour amorcer Vous êtes encore le résultat d'une fusion entre des mouvements qui vous ont précédé, le Walfougi notamment, ou dans l'acronyme, je ne vois pas de H, Hartani. En vérité, les Wolof, les Alpula, Guidi Maka, le Wallo et non, ça c'était juste... Avec d'autres mouvements, c'est pas la fusion de certains mouvements. Les flammes proviennent de la fusion effectivement de 4 noyaux, de 4 organisations, si on peut les appeler comme ça. Le MPM, c'est le mouvement populaire africain de Mauritanie, dont j'étais membre. Ensuite, l'ODINAM, l'organisation pour la défense des négro-mauritaniens. Et des étudiants chez les étudiants. Voilà, le MEN, le mouvement des étudiants noirs de Mauritanie, et l'UDM, l'Union démocratique de Mauritanie. Et ils se retrouvent aujourd'hui toujours sous la férule des flammes. Nous avons fusionné, et quand nous avons fusionné, nous avons, par cette fusion organique, nous avons constitué l'organisation. À partir de cet instant-là, et le discours a mûri et a pris la direction qu'il a prise aujourd'hui, que nous disséquerons dans la seconde partie. Nous avons créé une nouvelle orientation et nous avons consolidé l'organisation. Nous allons poursuivre dans la seconde partie. Nous nous retrouverons tout à l'heure. Bienvenue à cette seconde partie de notre émission Idéoscope. Tout à l'heure, on parlait des relations des flammes avec les autres mouvements. C'est l'occasion peut-être de parler des liens qu'ils peuvent avoir entre vous et le mouvement Ne touche pas à ma nationalité qui a fait parler de lui ces derniers temps. Est-ce une émanation des flammes ou un mouvement parallèle ou les flammes carrément, qui changent de nom suivant les occasions? Par rapport au mouvement Touche pas à ma nationalité, le seul lien qu'on peut peut-être trouver entre eux et nous, c'est que nous avons été les dévanciers. Nous avons posé cette problématique. Donc vous les avez inspirés. Au fur et à mesure que l'histoire avance,
l'histoire nous donne raison. Et des individus ou des groupes qui fondamentalement vivent cette situation se décident à agir. Vous les inspirez, vous créez des émules. Mais oui, c'est la situation qui crée des émules. En fait, ce n'est pas nous tout à fait qui créons. Nous avons posé la problématique, peut-être nous avons eu raison sur le plan historique, mais l'histoire nous donne raison. D'autres groupements qui vivent cette situation décident de s'organiser. Touche pas à ma nationalité, je crois, est né d'un contexte de révolte à partir d'un enrôlement qui est fondamentalement discriminatoire. Et évidemment, antérieurement à cet enrôlement, il y a cette situation de discrimination vécue par ces jeunes-là, au niveau de l'école, au niveau du lycée, au niveau de l'université, au niveau simplement de l'emploi pour les chômeurs. Donc c'est une série de facteurs qui sont là, qui sont alliés, qui ont fait que ce mouvement nationalité, ne touche pas ma nationalité, est né. Il est né à partir d'une certaine, comment ça s'appelle, rébellion, d'une situation de rejet, d'oppression. Voilà. Et c'est par rapport à ça qu'ils sont nés, c'est par rapport à ça qu'ils veulent lutter. En fait, ils luttent pour leur survie, de la même manière que nous avions posé la problématique. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Sinon, organiquement, entre les touche pas à ma nationalité, nous, il n'y a aucun lien organique. Nous ne sommes pas derrière touche pas à ma nationalité pour les téléguider dans leurs actions quotidiennes. Non, du tout. C'est des actions conçues par eux, dirigées par eux, et imaginées par eux, parce que simplement, ils vivent une situation d'oppression, comme tout négro-africain qui se respecte et qui estime que cette situation ne peut pas durer ou ne peut plus durer. Aujourd'hui, il y a une répression des négro-africains de la part de l'État arabo-berbère, ou des citoyens lambda arabo-berbères, comme vous l'appelez, ou est-ce des vues d'intellectuels qui veulent monter, surfer sur la vague en vue de réaliser, d'obtenir certains Je dirais pas répression. Je dirais pas répression. D'abord, il n'y a pas de répression de la communauté. Je vous dis, ça c'est l'opinion répandue. C'est une occasion pour vous donner, qu'on vous donne pour vous expliquer. Ce n'est pas notre opinion, ce n'est pas ce que nous disons. Nous ne disons pas que la communauté arabo-berbère aujourd'hui réprime la communauté négro-africaine. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais en quoi consiste la répression aujourd'hui? La répression consiste en élément oppression. Un élément oppression. Cette oppression se manifeste de différentes manières, de différentes façons. Je prends des cas. Je prends des cas très concrets. Si nous prenons, par exemple, ces réfugiés, c'est un cas de violation des droits de l'homme. Revenus, ils reviennent, mais ils ne peuvent pas retrouver leur village. Ils ne peuvent pas retrouver leur terre qu'on a confisquée. Ça, c'est un élément d'oppression. Si je prends simplement au niveau, par exemple, de l'armée, j'estime que la composition aujourd'hui de l'armée est une composition absolument ethniciste. Le corps de commandement est absolument dirigé et constitué d'arabo-berbères et la masse de la troupe est constituée d'arabes négro-africains. Ça ne peut pas continuer. Si je prends, comment dirais-je, le plus d'années militaires où il y avait 95 jeunes élèves recrutés pour faire des élèves de l'école militaire, sur presque 100, nous comptons, ou sur 95, nous comptons 4 négro-africains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains me donnent l'explication, non, on est passé par le critère du mérite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les arabo-berbères sont plus intelligents que les négro-africains? Ça n'a pas de sens. Ou bien alors il faut s'assumer. Il faut simplement dire que l'une des races est supérieure à l'autre des races. Et à ce moment, voilà, on franchit un palier qui va vers le schéma arien. Et je ne pense pas que ce soit ça. Donc, de ce point de vue-là, il y a énormément. Je prends le cas de l'audiovisuel. Nous sommes là, aujourd'hui, dans cette émission où je suis heureux de communiquer. Au niveau des médias, de la radio Mauritanie, au niveau des télévisions qui ont été octroyées, toutes ces télévisions, tous ces médias sont au mains des arabo-berbères. Aucun négro-africain ne bénéficie. Ça, ce sont des facteurs d'oppression qui sont visibles. Et je ne parle pas également dans d'autres secteurs qui sont l'école, la justice qui est complètement arabisée, où lorsqu'on vient, on est obligé de chercher des interprètes, on ne peut pas communiquer en pulaar, on ne peut pas communiquer en français. Voilà des facteurs d'oppression qui sont visibles de l'État arabo-berbère, d'une politique qui a été conçue par l'élément dirigeant arabo-berbère. Mais ce n'est pas encore une fois, comment dirais-je... En tout cas, le terme est plus soft, plus doux que celui utilisé généralement et qu'on entend dans les écrits, qu'on lit dans les écrits et qu'on entend aussi dans
conférences, etc., de génocide. Quelqu'un m'a parlé de génocide qui a été perpétré en Mauritanie. Bon, mais c'est l'aspect grave que j'ai omis, sur lequel j'aurais peut-être dû insister. Si ce n'est pas génocide, c'est quoi? Une volonté d'épuration ethnique délibérée, préconçue par un plan. Carrément. Il y a un plan établi, préconçu, et exécuté avec la volonté froide d'éliminer une composante ethnique. C'est quoi? Le terme de génocide ne signifie rien d'autre que ça. Or, dans le commandement de Moultaya, dans le gouvernement de Moultaya, ce plan est une réalité. On ne peut pas le nier. Si on appelle ça génocide, appelons-le génocide, mais il est réel. Il a été réel, il a été exécuté. Et combien de personnes ont perdu? Des milliers de personnes ont perdu la vie au niveau de la vallée du Feu. Au niveau de l'armée, ça a été une liquidation complète. 500 militaires. Identifiés, il y a des listes, il y a des noms, il y a des lieux où ils ont été enterrés. Il y a des listes qui existent aujourd'hui. Si véritablement on veut aller vers le règlement de la question, il y a des listes qui existent aujourd'hui sur lesquelles on peut se baser pour exactement quantifier combien de personnes ont péri à partir de ce plan d'épuration ethnique. Ça existe. Bon, mais j'espère que les autorités actuelles ou futures auront à l'idée de régler cette question définitivement. Et à ce moment, nous pourrons trouver les voies et moyens de quantifier exactement les disparitions et les exécutions. Moi, pourquoi je parle de génocide? Je déplore qu'on ait à utiliser dans un pays musulman quand même comme le nôtre. C'est un langage extrêmement dangereux qui attente à notre cohésion nationale, à notre unité nationale. Parlant de cela, je voudrais savoir votre opinion sur l'État-nation. Vous y croyez toujours? Oui. Il est possible que ces différentes composantes coexistent et cohabitent? Parce que j'ai appris qu'on parle déjà de sécession du Sud et que c'est des flammes qui demandent ça, qui revendiquent cela. Je vois. D'abord, il faut préciser que si nous n'étions pas animés d'une volonté de reconstruire ce pays sur des bases égalitaires, sur une volonté de vivre en commun avec les Arabo-Berbères, nous n'en serions pas là. C'est parce que nous avons toujours été animés par ce sentiment et par ce désir, par cette volonté de construire ensemble que nous continuons à alerter les esprits, que nous continuons à interpeller les consciences pour qu'on ne franchisse pas les lignes rouges qui ne nous permettront plus de revenir en arrière. Ça, c'est une attitude qu'il faudrait que vous compreniez en ce qui nous concerne. Le deuxième élément, est-ce que nous comptons, dans cette coexistence commune, nous comptons procéder à la sécession du Sud? Je crois que ça, c'est de la propagande. Dans la conférence de presse que j'ai animée il y a quelques jours, à aucun moment, le mot sécession du Sud n'est sorti. Et j'ai même précisé, que notre autonomie, ce n'était pas, comme certains le pensaient, une sécession du Sud ou une séparation du Sud. Notre autonomie est une autre vision qui tient compte de la réalité sociale, tribale, ethnique de la Mauritanie. Vous demandez l'autonomie des régions du Sud par rapport à l'ensemble? Non, j'ai dit que non. J'ai dit que nous créons un projet de société, un projet d'autonomie original, mais qui tient compte des réalités de la Mauritanie, réalités tribales, réalités ethniques, qui sont des réalités qu'on ne peut pas nier. Donc il faut, à partir du moment, notre démarche a été celle-là. À partir du moment, nous avons vécu pendant 53 ans dans un État unitaire centralisé, dans sa forme actuelle, ça n'a pas fonctionné. Une décentralisation. Voilà, plus poussée. Appelez ça comme vous dites, mais nous appelons ça autonomie. Nous estimons que nous avons une réalité tribale qu'on ne peut pas nier, nous estimons que nous avons une réalité ethnique qu'on ne peut pas nier. Notre autonomie se fondera sur ces deux facteurs qui sont surdéterminants. Mais ce n'est pas une sécession du Sud. Imaginez que chaque communauté, c'est une recomposition de la Mauritanie. revendique la même chose. Non, chaque tribu ou en Soron. On peut trouver une formule où chaque tribu se retrouvera dans ce schéma que nous avons indiqué et où chaque ethnie se sentira absolument elle-même dans ce schéma que nous comptons proposer. Moi, je crois que les problèmes de nos pays là, se développer sont essentiellement économiques. C'est la pauvreté, et qu'une décentralisation au plan, par exemple, financier, budgétaire. Parce que tout ce que vous voyez, ces gens-là qui se déchirent en politique, c'est pour la prise du pouvoir. Et le pouvoir, à leurs yeux, c'est le budget centralisé ici. Si on décentralise, si on fait éclater ce budget-là au niveau des régions, à travers des conseils régionaux, et que chaque région s'occupe du développement de sa contrée,
beaucoup de problèmes seraient réglés. Mais c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Nous disons pour l'ensemble du pays, mais pas sur des bases ethniques, pas sur des bases tribales, parce qu'on ne s'arrêtera plus. Tout celui qui aura à se plaindre de quelque chose, mais moi je m'en vais. Vous êtes d'abord Oulatel, vous êtes d'abord Oulatel, mais moi je suis Oulatel par exemple du Nord. Je suis Oulatel du Nord, mais j'ai vécu, j'ai grandi, par exemple, aux confins de la vallée. Ah ben, c'est là-bas le pays. Oui, mais vous avez une il y aura des déportations internes là, etc. On ne peut pas nier les identités. On ne peut pas nier les identités. Maintenant, il faut partir de ces identités pour construire quelque chose de supérieur. L'identité établie, nous sommes un pays arabo-négro-berbère. Ça va? Oui, mais il faut le construire. Tout le monde l'accepte. Non, il faut accepter négro-arabo-berbère, c'est accepter d'abord que la Mauritanie est nègre et ensuite qu'elle est arabe. Donc, accepter les identités. Dans cet ordre-là, obligatoirement. Comment? Dans cet ordre-là, obligatoirement, elle est d'abord nègre, ensuite arabe. Non, l'ordre, elle est arabe ou de colonisation. Non, c'est sur ce plan, non, c'est vous qui c'est juste sorti comme ça. Mais je veux dire qu'elle a ces deux identités-là. Elle est d'abord noire, négro-africaine. Et qu'elle soit réellement vécue sur le terrain, dans la vie quotidienne. Il faut que chaque identité se reconnaisse dans ce truc-là. Maintenant, lorsqu'il y aura cette reconnaissance de l'individu en tant que tel, qui se sente, lui, respecté en tant que tel, on peut passer à la dimension économique, elle facilitera les choses, évidemment. Et elle poussera à la troisième dimension, la Mauritanie. Mais une fois qu'on est séparés, il n'y a plus d'économie commune. Oui, mais la citoyenneté se construit sur d'abord la reconnaissance des entités qui existent. La citoyenneté se construit sur ta reconnaissance d'abord en tant qu'individu, mais d'abord en tant que Bidan ou en tant que Hartan ou en tant que Poulard. On ne peut pas gommer ça. Ça fait partie de la réalité sociale de l'homme. On ne peut pas le gommer. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter là. On doit aller au-delà. Et aller au-delà, c'est construire la Mauritanité. Parce qu'on n'a pas respecté notre islamité réelle, pas celle d'aujourd'hui politisée, etc., qui a fait défaut. Si elle a vraiment prévalu, on n'aurait pas eu à atteindre ces excès-là. Parce que l'islam dit que l'élite arafou, pour s'entreconnaître. Nous avons fait de vous des peuples, des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Ça, c'est le sens un peu de ces versets coraniques. Si on l'avait mis en application, on n'aurait pas eu de problème. La preuve, c'est que vous, aujourd'hui, vous êtes, après 20, 30 ans, vous vous expliquez pour que vous soyez compris des autres. Absolument. Les gens ne se rencontrent pas, ils se côtoient sans se rencontrer dans le même pays. Absolument. Pourquoi? C'est le fait de nous, intellectuels. Vous, par exemple, les malaises que vous décrivez, est-ce que la communauté alpoulard, négro-africaine en général, vous a mandaté pour dire qu'ils sentent qu'ils sont opprimés, qu'ils ont subi un génocide, etc. Est-ce que les citoyens lambda se plaignent de ces choses-là ou non? Ou je reviens toujours à cette histoire, c'est allégation, s'il faut le dire comme ça aussi, que c'est des intellectuels fondamentalement qui cherchent autre chose à travers cela. Si le discours que nous tenions n'était pas un discours du peuple, si ce n'était pas un ressenti du peuple, on ne m'aurait pas accueilli de la manière dont on m'a accueilli à l'aéroport. C'était fastueux. Enfin, fastueux, c'est trop dire. Mais en tout cas, une foule était là, une masse était là pour m'accueillir. Ça signifie que ce que je dis, comme le discours que je développe, c'est un ressenti pour eux. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que non, non. Bon, on va parler de votre retour. Vous êtes revenu pourquoi? Est-ce que c'est parce que sous Sidi, ou le Cheikh Abdallahi, il y a eu une première amorce de la voie de la réconciliation. Certains de vos éléments ont baissé les armes et ils l'ont rallié. La grande partie dont vous faites partie ne l'a pas fait. Certains expliquent cela par... je pense que vous faites une erreur. Certains expliquent cela par un autre fait. Inouï celui-là, que certains qui sont sortis de Mauritanie à l'époque de Oultaya et allaient particulièrement aux États-Unis, se présentaient comme étant des esclaves, opprimés par des maîtres arabo-berbères et qui demandaient l'asile. Cette année-là a faussé un peu le jeu plus tard, quand les Haratim ont suivi le même chemin, ils ont trouvé ça devant eux. Et c'est là qui vous a obligé à déserter l'Europe et l'Occident, et RDC, parce qu'eux, ils jouent ce jeu-là maintenant, aux États-Unis et en Europe, où il y a d'autres raisons. Pourquoi vous êtes revenus maintenant?
D'abord, je voudrais redresser la chronologie que vous... Moi, je dis ce qu'on raconte. Parce que, oui, bon, mais alors, c'est des rumeurs, et les rumeurs, vous savez, la rumeur est... revient de la méconnaissance. Voilà. Mais d'abord, le premier retour des éléments que vous semblez indexer n'était pas intervenu au temps de Cheikh Ould Sidi Abdallah. Sidi Ould Cheikh Abdallah. Non, il est intervenu au temps de la transition, quand Elie était au pouvoir. Nous avions dit à l'époque à nos camarades qui étaient absolument décidés à revenir qu'il fallait attendre d'évaluer la situation et ensuite de jauger suffisamment pour déterminer l'attitude à adopter. Non, ils ont été assez... Peut-être ils avaient cru en Elie à l'époque et ils ont décidé de plier armes et bagages et de revenir. C'est leur droit. Il n'y a rien à juger. Avec Sidi Ould Cheikh Abdallah, ça fait une deuxième étape. Quand Sidi est venu, c'est arrivé à New York pour le sommet de septembre des Nations Unies, nous nous sommes rencontrés. Et dans notre discussion qui était très fructueuse et qui était très franche, j'ai d'abord admiré chez l'homme sa simplicité et sa franchise, sa simplicité et sa capacité de communication. En deux mots, qu'est-ce qui a été convenu entre lui et nous? C'est que, bon, nous sommes restés à l'exil, nous sommes des Mauritaniens, nous devons revenir, et si nous avons des problèmes à poser, nous devons les poser. Sans aucune condition. Il nous a dit de revenir pour poser notre problématique. Si nous avions des revendications, que nous revenions et que nous les posions. Et nous souhaitons créer un débat. Eh bien, ce n'était pas avec lui qu'il fallait organiser le débat, il fallait organiser le débat avec la classe politique qu'il fallait interpeller. Je pense que cet argument nous a convaincus qu'il fallait revenir. Entre-temps, il y a eu ce chambardement, entre-temps, il y a eu ce coup d'État. Et ce coup d'État nous sommes un peu refroidis et nous nous sommes mis à réfléchir sur les... Le coup d'État d'Aziz Pataya. Comment? Le coup d'État d'Aziz Pataya. Non, le coup d'État d'Aziz, non, c'était le coup d'État d'Aziz. Le coup d'État est intervenu, Sidi Ould Cheikh Abdallah a été éjecté. Et bon, cette période de temps, nous nous sommes mis à réfléchir pour voir quelle est l'orientation que prendraient les choses. Et ensuite, il fallait porter le problème au niveau de nos instances. Et quand nous l'avons fait en 2011, nos instances ont estimé que, quelle que soit la situation, nous devons désormais revenir. Donc la décision a été prise et nous voilà. Nous sommes revenus exactement dans la même perspective. Nous sommes revenus pour reposer la même problématique que nous posions en 1986. À travers un parti politique que vous comptez... Nous l'espérons. Nous l'espérons. En tout cas, nous intégrons la légalité. Maintenant, la transformation en parti politique précis, en tant que flamme ou en tant qu'autre groupement plus élargi, ça va être nos assises qui se tiendront, j'espère, en 2014 ou très tôt en 2014, qui décideront de la formule. Est-ce que ça va être un parti politique de telle forme ou de telle forme? Enfin, c'est à ces assises de déterminer ça. Mais évidemment, la légalité ne peut être... Auquel cas, vous ferez double emploi avec... un parti politique. Auquel cas, vous ferez double emploi avec la JDMR. Elle pose les mêmes problèmes. Bon. C'est vrai par intermittence. Mais ça ne gêne pas, ça va être juste une voix en plus. Je crois que ça va être un son de clocher multiple. La JDMR pose à ce niveau la problématique. Nous voulons nous rajouter, en fait, si on veut être honnête ou si on veut être juste sur le plan historique, c'est la JD qui pose les problèmes que nous posions. Parce que ce sont les flammes qui ont posé initialement, historiquement, ce problème. Donc la JD est née après le flamme. Bon, mais pour vous rejoindre et pour ne pas polémiquer, oui, la JD pose le problème, nous posons le problème, nous posons les mêmes problèmes, bien nous ne ferons qu'ajouter une voix de plus comment dirais-je, au son de clocher global pour nous faire entendre. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que nous revenons pour reposer la même problématique. Il y a des problèmes. Il faut que les Mauritaniens admettent qu'il y a des problèmes. Et il faut qu'ils acceptent de discuter autour de ces problèmes. C'est ce que nous verrons tout de suite dans la troisième partie. Restez avec nous. في البدء كانت الفكرة أن الدولة يمكن أن تتحرر من الدين. فوراء كل عمل بشري تكمن الفكرة. عصية على انضباط. إخوان المسلمين فاجأهم ربيع العربي. قد تكون الفكرة خاطئة أو صائبة. مش يخلي لا يتعقب كلمة الإرهاب تلصق للإسلام بسبب هذا الناس. لكن لا سبيل إلى الفصل بين غثها وسمينها إلا بإخضاعها للتدقيق. صاحب فن أو رأي أو فكر اعتقل في هذه الفترة. أنا ماني معك في نقاش سياسي. أخذ سؤالي مرضية يفوز من حولها إلى ما يريد أن ترد على سؤالي. هذا ما نقوم به في برنامج فكروسكوب. فكروسكوب يأتيكم في الأوقات التالية.
Bienvenue à cette troisième partie de l'émission où nous parlerons des perspectives d'avenir. Qu'est-ce que peut être fait pour que tous ces griefs, tous ces problèmes soient dépassés, oubliés, et que nous arrivions ensemble à organiser notre vie commune. C'est comme un ménage qui se dispute, je l'espère, et qui se rabiboche, comme on dit en petit français, et la vie continue. Nous, en espérant que ce soit le cas à la suite du vœu de Allah Yarhamou Khan Seydou, que j'ai aimé, que j'ai connu et apprécié, et qui parlait beaucoup des passerelles qu'il y a entre les différentes familles avec lesquelles on se retrouve cousins itérins, et la Mauritanie dans son ensemble pourra cheminer toutes les communautés côte à côte vers un avenir radieux, Inch'Allah. Dans ce cadre-là, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable, pour sauvegarder notre unité nationale, d'organiser dès maintenant toute affaire cessante, parce que tout le reste, moi j'estime que tous ces plans économiques qu'on échafaude par-ci par-là, culturels, sociaux, ne servent à rien tant que ce peuple n'est pas uni. On les fait pour qui? Pour un peuple. Où est-ce qu'il est, celui-là? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est uni? Alors, toute affaire cessante, on doit demander, je vous demande, vous les flammes, et les autres aussi, celui qui fera les premiers pas, nous l'applaudirons, demander l'organisation des états généraux de la nation, où tout sera débattu, remis à plat, où qu'il y ait une réconciliation sérieuse sur la base de la reconnaissance mutuelle des uns des autres et des griefs que d'autres portent dans leur cœur contre d'autres, et tout ce qui nous différencie pour éliminer, gommer ensemble nos différences et mettre l'accent sur ce qui nous unit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que je vous entends, ça a toujours été notre vœu. Mais avant d'organiser des états généraux, ce que nous nous disons quoi? Ce que nous nous disons, c'est quoi? Reconnaissons qu'il y a des problèmes. C'est dans ces états généraux qu'il y aura cela. Non. On parlera, pourquoi on le fait? C'est pour dire, écoutez, il y a eu génocide, il y a eu tout ce que vous voulez, appeler le comme vous voulez. Dans l'identification et dans les victimes sont là, les bourreaux sont là. On va vers la solution des problèmes. Dépassons ça, pardonnons-nous. Oui, mais ce sont des états. Ce sont des états. Et jetons les bases de la réconciliation. Mais tout à fait, mais c'est ce que nous disons. Mais je dis simplement, pour préciser votre pensée, ou pour encore abonder dans le même sens que vous, je dis que ça commence par des étapes. Parce que si on va vers des états généraux, alors qu'on n'identifie pas les problèmes autour desquels nous allons dialoguer et discuter, on fera des états généraux gratuits et inutiles. Identification des problèmes d'abord. Accepter que des problèmes existent, il faut les identifier, accepter qu'ils existent, être animé de la volonté de les régler. Ça, c'est fondamental. Si on n'a pas ces attitudes-là, on aura beau faire des états généraux, on n'aboutira à rien du tout. S'il y a négation des choses, négation des problèmes que nous soulevons en tant que négro-africains. Mais quand les gens viennent à des états généraux, ils sont obligatoirement animés de ce désir de dépasser les problèmes. Je précise juste, mais je dis que ce sont des étapes, en tout cas jusqu'ici, on n'a pas l'impression que tout le monde adhère à l'idée qu'il y a des problèmes. Si la majorité adhère à l'idée, à reconnaître qu'il existe des problèmes, mais à ce moment-là, nous aurons parcouru la moitié du chemin. C'est évident. Et si tant qu'on ne se sera pas rencontré, il n'y aura pas cette reconnaissance que vous recherchez. En Mauritanie, on ne reconnaît rien. Il y en a qui parlent de crise politique, d'autres qui n'existent pas, par exemple. Ils ne le sauront que quand ils s'assoiront autour d'une table. Le débat national, ça va être une espèce de conclave pour reconnaître d'abord implicitement que les problèmes existent. On va en débattre. On débat des problèmes qui existent. À partir du moment où vous dites que non, les problèmes n'existent pas, on ne peut pas construire avec vous en dialogue. Il faut que vous acceptiez que les problèmes existent, que les problèmes que nous posons sont des problèmes réels. On ne peut pas nier la discrimination, le racisme d'État, les politiques chauvines qui existent. Ça, c'est des réalités. C'est une refondation totale dans ce pays-là. Ça, c'est des réalités. De l'État. Maintenant, une fois qu'on sera accordé sur ça, on dira, bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà développé au tout début, j'ai dit que, bon, nous avons construit un État unitaire centralisé avec l'indépendance et pendant 53 ans, ça ne fonctionne pas. On a déjà vu, ça ne marche pas, on va essayer de... Exactement, dans nos États généraux, nous devons reconnaître que ça ne fonctionne pas. À partir du moment où ça ne fonctionne pas, nous devons trouver des solutions.
Maintenant, dans les solutions que nous devons proposer, nous, au niveau des flammes, nous disons que l'autonomie est l'une des solutions les plus adaptées, les mieux indiquées. Vous tenez à cela, autonomie, quand on vient déjà avec... C'est un point de vue. Ça va être un point de vue. Une idée préconçue comme cela, on n'est pas très ouvert au dialogue. Non, ça peut être une décentralisation tout simplement. Il vous verrez que ça fonctionne. On n'a pas encore essayé. Entendez-moi, nous n'en faisons pas un point de fixation. Mais à partir du moment où nous décidons de dialoguer, chacun doit venir avec un point de vue. On ne demande qu'à être convaincu. Et faire des concessions mutuelles, de part et d'autre. Il y a un point de rencontre. Si d'autres partis politiques ont des propositions plus convaincantes, plus pertinentes, mais nous sommes preneurs. C'est ça alors. Mais c'est l'une des solutions les plus adaptées. C'est tout. Nous ne sommes pas fixés. Ce n'est pas un point de fixation pour nous, mais c'est un point de vue que nous souhaitons exprimer et défendre compte tenu sur la base d'un certain nombre d'argumentations. L'autonomie, comme je la comprends, va nous séparer. C'est contre un peu la thèse de mon ami Kamseïdoula Rahmou. Mais non, l'autonomie va... Vous allez séparer des parents. Non, parce que vous percevez l'autonomie comme la séparation du Sud. Notre autonomie ne sera pas ça. C'est une décentralisation, tout simplement. Une décentralisation, c'est très limité. Voilà, appelez ça, peut-être appelons pour être, comme vous direz, quelque chose de plus poussé, une décentralisation. Mais nous souhaitons que les populations locales aient les possibilités de s'organiser avec des petites assemblées, avec des petits, comment dirais, un exécutif local réduit qui gère ces affaires et à qui on donnerait un certain nombre de possibilités de gérer le culturel, de gérer la police, de gérer un certain nombre de secteurs qui soient absolument affectés aux populations locales. Et si à l'issue de ces assises, tout le monde, les gens s'accorderont sur le même objectif, de rester ensemble, parce que tous les problèmes sont réglés. Nous sommes 3 millions. Pourquoi se séparer comme ça? Parcelliser un pays, parcelliser un petit nombre de 3 millions, alors qu'il n'y a plus de problème. Si tous les problèmes sont réglés. Oui, et on met ensemble ce que nous avons. On se le partage en commun. On est à 3 millions, très riches. Oui, si on change l'ordre actuel. Si on change l'ordre, il faut changer complètement l'ordre actuel. Mais comment le changer? Voilà, c'est là où nous attendons des propositions. Comment le changer? Comment vous le voyez? De l'état arabo-berbère, on vient à l'état négro tout court? Quoi? Non, un état, comment dirais-je, un état négro-berbère. Un état central, négro-arabo-berbère, oui. Un état central, négro-arabo-berbère. Mais pas un état contrôlé uniquement par une composante nationale. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Parce qu'il n'y en a plus. Les gens ne parlent plus cette langue. Ils ont été arabisés, c'est fini, c'est fini. Oui, ça c'est attention, c'est arabo-berbère, dans ma bouche, il n'y a rien de péjoratif. Absolument. Historiquement, la Mauritanie est composée d'arabes. C'est des Indo-Européens, les berbères. Non, ça c'est une réalité historique. Pas une insulte. La Mauritanie est composée d'arabes et composée de berbères. Et il y a des Mauritaniens qui aujourd'hui se réclament leur berbérité. Ça c'est une réalité. Et puis ensuite, vous voyez, les Arabes, vous voyez les émules que vous faites, vous voyez les émules que vous faites, et c'est de cela. C'est à partir de là que les gens nourrissent leur grief là contre vous. Mais c'est juste une réalité sociologique. Vous avez créé. Demain, vous avez des Bambara du Hod Charqui aussi, et après ce sera les tribus qui se revendiqueront des parcelles de ce territoire. Où est-ce qu'on sera? Moi je pense qu'il y a un grand problème au niveau planétaire. On essaie de tout foutre en l'air, excusez-moi du terme. Toute la planète est secouée par des remous, là où il y a des religions différentes, on essaie de dresser les confessions les unes contre les autres, là où il y a des différentes écoles religieuses, on les dresse. Et dans des pays comme le nôtre, le Maghreb et le Sud-Sahara sont menacés de cela, où il y a des gens qui ont la même religion et qui partagent beaucoup de choses en commun, on essaie de jouer sur la diversité ethnique. Il ne faut pas qu'on fasse ce jeu-là. Non, c'est le facteur déterminant, c'est le facteur sous-déterminant. On a l'habitude de dire, oh, nous sommes Mauritaniens, oh, nous sommes tous sunnites, oh, donc ça ne pose pas... Non, mais cette fois, là, c'est des bases claires entre nous. On va parler. Et ça, c'est dans le cadre d'un dialogue à l'intérieur d'états généraux qu'on organise. Très bien. Alors, à ce moment, on attendra de voir... Mais proposez cela, faites des propositions écrites et faites-le pas, vous. Mais nous allons le faire. Nous sommes venus pour interpeller la classe politique sur le problème. Et leur rappeler qu'ils ne l'ont pas fait. Oui. C'est à votre honneur. Oui, tout à fait. Merci. Mais nous avons l'intention de le faire. Si nous sommes revenus, c'est pour interpeller la classe politique sur ces problèmes fondamentaux. Parce que nous estimons que ce pays est menacé. Ce pays ne peut pas continuer dans cette lancée-là. Il faut le reconstruire sur des bases juste au bénéfice de tout le monde. Ça hypothèque tout notre avenir et on n'arrive pas à avancer à cause de petits problèmes dépassables. C'est ça qui nous anime. C'est ça qui nous anime. Maintenant, nous verrons
quand nous aurons organisé ces états généraux, nous écouterons la classe politique si elle a des propositions qui sont plus pertinentes ou qui sont plus avantageuses que celles que nous proposons. Mais nous sommes preneurs, nous ne sommes pas accrochés à une solution, nous n'en faisons pas un point de fixation, mais nous estimons qu'il faut réfléchir. À partir du moment où un schéma ne fonctionne pas, il faut trouver d'autres solutions. Parmi ces solutions, nous estimons que celle-là est celle qui nous paraît la mieux indiquée et qui est la plus pertinente. Alors, comment, avant d'en arriver à l'autonomie, parce que pour moi, quand vous arrivez à l'autonomie, que d'autres appellent sécession, etc., vous avez déjà une idée arrêtée qu'il n'est pas la peine de tenter de régler nos différends, nos problèmes ensemble et de rester ensemble. Vous avez déjà une... Vraiment, c'est de guerre-là ce que vous proposez. Parce que vous pensez que l'autonomie... Non, je n'ai pas fini. Je veux dire que pourquoi ne pas poser plus clairement le problème qui se pose en disant dans vos propositions, avant même de passer au détail, comment vous voyez-vous l'état futur dans lequel l'état futur nous rassemble tous avant d'arriver aux solutions de sécession ou d'autonomie ou de décentralisation. L'État aujourd'hui ne vous agrée pas. Comme il est constitué, il ne vous agrée pas depuis 60, n'est-ce pas? Celui qui vous agréera, comment il doit être? Avec précision. L'État où vous enterrez bien vous et que vous mettrez... Ce sera un État à égale distance des entités qui composent la Mauritanie. Un État juste, un État égalitaire qui ne discrimine pas les composants. Mais les lois ici, la Constitution, ils ne disent que ça. Mais comment? La loi, la Constitution, on a fait ce qu'on veut. On dit que la Mauritanie est composée de... comment ça s'appelle? Que la Mauritanie est arabe. Arabo et africaine. Et africaine, ce terme africain qui ne veut rien dire. Du reste, une manière de nier la composante négro-africaine. Et ensuite, on dit, dans cet État, on dit, oui, il y aura l'égalité. Les composantes sont les mêmes, Pulaar, Sonique et Wolof. Mais on n'entend pas le Pulaar à la radio. On n'entend pas le Pulaar à la télévision. Mais on n'entend que l'arabe. Cette forme d'État-là, on n'en peut plus. On entend quand même. Non, on entend. Il y a des tranches horaires, oui. Alors, et par rapport aux autres tranches horaires, je suis revenu il y a quelques jours, il y a 2 semaines. J'essaie d'écouter les chaînes de FM. À chaque fois que j'ouvre une chaîne FM, je n'entends que l'arabe. Je n'entends que de l'arabe. Je n'entends pas le Pulaar, je n'entends pas le Soniké, je n'entends pas le Wolof. Comment voulez-vous que dans cette inégalité, qu'on puisse dire que cet État, il faut le garder en tant que tel. Il faut le garder comme tel. C'est impossible. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut changer. Mais d'abord, reconnaissez, les autres doivent reconnaître avec nous, avec eux, que ça ne va pas, que ce n'est pas juste. À partir de cet instant-là, quelle solution? À ce moment, c'est ça le dialogue. Le dialogue doit être précédé par une reconnaissance du problème, par une reconnaissance des menaces qui pèsent sur ce pays-là. C'est fondamental pour nous, c'est fondamental pour les négro-africains, c'est fondamental pour les arabo-berbères. Si demain nous tombons dans la violence de Syrie, ça ne profitera à personne. Il faut donc dès à présent essayer de parler au plus précis. On risque d'avoir une fin comme cela? Je ne le souhaite pas, mais l'injustice ne peut pas continuer de manière permanente. Quand on crée l'injustice, des inégalités de manière permanente, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est par rapport à ça que j'estime que les arabo-berbères, les négro-africains doivent comprendre que ce pays est assis sur un volcan. Et il faut éviter que ce volcan ne pète. Pour ce faire, des hommes raisonnables, des hommes honnêtes, des hommes justes doivent comprendre, mesurer la dimension, le danger et essayer de lui trouver des solutions. À ce moment, est-ce que parmi les militants des Flammes, il y a des Arabes? Oui, mais parce qu'on a tendance... c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est un problème national, ça concerne tout le monde. Exactement, mais parce qu'on a tendance... Ça vous évite d'être étiqueté de... Non, mais d'abord, là aussi, il faut préciser une chose. Les Flammes n'ont jamais été fermées aux arabo-berbères. Les Flammes posent des revendications. Si ces revendications vous paraissent juste en tant qu'arabo-berbères, vous êtes les bienvenus. Ce sont des idées que nous développons. Mais nous n'avons jamais dit que l'organisation n'était ouverte qu'à des négro-africains. Jamais. Mais nous développons un certain nombre d'idées. Il se trouve que par une propagande mensongère, que par des politiques qui ont été développées, par des adversités qui nous taxent de ceci ou de cela, qui nous diabolisent, les gens ont eu tendance à croire que nous sommes une organisation de monstres, que nous allons tuer les Maures, que nous allons inventer les femmes, que nous allons imposer le Pulaar, que nous allons imposer le Moudou. C'est stupide, c'est complètement dans nos sens. Nous voulons créer un État juste. En luttant contre l'injustice, nous ne pouvons pas réinstaurer l'injustice. Ça n'a pas de sens. Ce que nous souhaitons, c'est créer un État juste, vraiment, où tout le monde s'y retrouve, où chacun se sente heureux, et qu'on fasse de ce pays un pays où tout le monde se sente bien, se sente chez lui, se sente chez soi.
Nous l'espérons tous et sur cette note d'espoir, nous sommes obligés de nous quitter et on espère rencontrer M. Samba Thiam dans d'autres occasions et peut-être à travers ces états généraux que nous appelons de tous nos voeux et qui, nous l'espérons, permettront aux gens de se mieux connaître et d'œuvrer ensemble à la réalisation et le raffermissement de leur unité nationale si ils estiment qu'elle est en danger. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.